Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sport Palabre sur Stade Afrique. Il y a encore quelques années, on pouvait croire que l'important était de participer. Sauf qu'en fait, il semblerait que l'important maintenant, ce soit de gagner, et de gagner toujours plus. Et je ne parle pas que de trophées. On en arrive même au point où on pourrait se demander si la passion du sport n'a pas laissé la place à l'amour de l'argent. On ne parle que de ça. Il n'y a qu'à voir la une des presses spécialisées. Le salaire des sportifs les mieux payés se dispute souvent les gros titres avec les résultats de telle ou telle compétition. Mais nous ne sommes pas là pour juger si c'est bien ou mal. Le sport est devenu un spectacle avec ses stars qui génèrent des millions, voire des milliards. Non, la question est de savoir si les valeurs du sport, la tolérance, le respect, l'honnêteté, l'honneur, le courage, ont toujours leur place dans ce nouveau business. Est-ce que le V de la victoire n'est pas en train de perdre sa place pour le V de virement? C'est maintenant. Alors pour parler de ce sujet, du sport, de l'argent, de l'amour du sport, la passion du sport, j'ai l'habitude d'avoir des consultants de qualité et là j'ai deux habitués en l'espèce de monsieur Karim Souchu. Salut Karim. Salut. Je rappelle que vous êtes sélectionneur de l'équipe de France de 3-3. C'est ça. Ancien international de basket. Et Paul Malouzebi, consultant auprès d'agents de joueuses, du foot féminin et des garçons aussi. on rappelle le nom de Star Athlete Management. Star Athlete Management. Alors, si je vous invitais, c'est au-delà du fait que on est toujours ravis de vous recevoir, c'est que vous êtes un petit peu à la croisée des chemins de jeunes sportifs qui sont au début d'embrasser une grande carrière. Vous, Paul, avec les filles au foot. Vous, Karim, en tant que sélectionneur. Donc, vous pouvez amener certains sportifs à passer un cap. Avant de regarder le premier sujet de Azdine Yayaoui qui revient un petit peu sur tout ça, la première question toute simple. Karim, est-ce que la passion du sport, ça existe encore? Je pense que ça existe. Après, il y a des nouvelles tendances, c'est clair. L'émergence des réseaux sociaux, la course un petit peu au salaire, il faut le dire. Donc je pense que ça existe encore, mais c'est moins mis en avant qu'avant. Paul, la passion du sport? Bien sûr, je pense qu'avant, pour arriver au très haut niveau, il faut être passionné par ce qu'on fait avant toute chose. Après, évidemment, il y a des nouvelles donnes. Il y a pas mal de choses qui rentrent en compte quand on arrive au haut niveau, mais je pense que même quand on est au haut niveau, on doit aimer ce qu'on fait pour pouvoir vraiment être dans l'excellence. Je pense qu'il faut aimer un minimum quand même. Mais aimer ce qu'on fait quoi? Le sport? Le showman? L'entertainment? Non, le sport en lui-même. Parce que quand on commence, quand on est petit, on aime le sport. On aime le sport et pour insister, comme je l'ai fait moi-même, il faut vraiment aimer s'entraîner sous la pluie, la grêle, la neige. Donc, il y a un peu d'amour du sport quand même. Alors, ça, on va revenir, c'est un peu ce dont on va parler et on va développer tout ça. Mais regardons le premier sujet de Azdine qui revient un petit peu sur ce qu'on vient de dire. Devenir sportif de haut niveau et imiter les illustres Lionel Messi, Serena Williams ou encore Usain Bolt, tel est le rêve de tout petit enfant lorsqu'il débute la pratique d'un sport. Et si pour la majorité de ces petits jeunes, l'aventure commence par un amour passionnel de la discipline en question, cette passion disparaît en général assez rapidement pour laisser place à un amour beaucoup plus vicieux, celui de l'argent. Recevoir des sommes d'argent colossales et être payé bien au-delà de ce que gagnent de nombreuses personnes tout en pratiquant sa passion peut bien évidemment faire tourner la tête de ces sportifs, aussi bien jeunes que plus âgés. Il est ainsi de plus en plus fréquent de voir des régions du monde plus habituées des pages économie ou politique accueillir des athlètes talentueux qui pourraient s'engager avec des équipes d'un niveau de jeu plus élevé. Avec à la clé des salaires se chiffrant parfois en plusieurs dizaines de millions d'euros par an, ces sportifs, pour beaucoup devenus plus que de simples athlètes pratiquant leur discipline, se retrouvent ainsi très souvent éloignés de l'enjeu principal de leur métier, à savoir l'aspect sportif sur lequel ils font primer le côté financier. Le dernier choix en date du footballeur international marocain Mehdi Benatia, qui a récemment quitté la Juventus de Turin pour rejoindre le club qatari d'Al Douaïl, illustre parfaitement ce phénomène de plus en plus courant. Des sommes mirobolantes qui posent alors un grand nombre d'interrogations sur la place qu'occupe aujourd'hui l'argent dans le monde du sport et qui peuvent même amener certaines personnes à penser que l'amour du sport et du beau jeu n'existe plus chez les athlètes. Paul, il y a une phrase dans le sujet d'Azdine, il dit que assez rapidement, les sportifs en herbe s'orientent plus vers l'intérêt financier, le salaire, et ils disent que si jamais ça marche, je vais gagner beaucoup d'argent. Quand il dit assez rapidement,
l'évolution, c'est que, la mutation, on va dire plutôt que l'évolution, elle se fait quoi? C'est quoi? La prise en compte et la prise il se rend compte rapidement. Quand on dit rapidement, c'est à partir de quel moment? C'est très très tôt. Ça s'est décalé au niveau de l'âge. Je vous ai déjà invité sur le plateau, on parlait à l'époque d'une émission autour des agents, et vous m'aviez dit, de fait d'avoir un agent, déjà, ils pensent qu'ils vont être stars et qu'ils vont gagner des millions. Et la bascule, elle se fait à partir de quel moment? Certains, effectivement, surtout les parents, parce que c'est vraiment l'entourage, on en avait parlé d'ailleurs, c'est vraiment l'entourage qui fait la mentalité du joueur ou de la joueuse. Et je pense qu'en l'occurrence, la donne a beaucoup changé par rapport à mon époque. Il y a plus d'argent aujourd'hui, ça commence beaucoup plus tôt. Donc, pour vous donner la date exacte à laquelle ça commence, c'est compliqué. Mais je vois que parfois, il y a des grands clubs qui peuvent recruter des enfants à 10, 11 ans aujourd'hui. 10, 11 ans, on donne 750 000 € à votre famille. C'est déjà une première pression. Et l'enfant lui-même, il aime le sport, il aime ce qu'il fait. Il est intéressé pour pouvoir jouer. Mais très rapidement, les intérêts extérieurs commencent à prendre de l'importance. Et souvent, ces jeunes joueurs, on remarquera, très peu font carrière. Très peu. Mais 10-11 ans, un enfant, 750 000 francs, 750 000 €, c'est pas lui qui lui se dit qu'il va avoir des nouvelles chaussures, un nouveau short, qu'il va jouer. Bien sûr. Rassurez-moi, c'est encore ça. Bien sûr. Il n'est pas en train de faire un plan de carrière. Non, c'est pas du tout l'enfant concerné, comme je disais, c'est l'entourage. Encore une fois, 750 000 €, ça peut représenter beaucoup d'argent, mais pour un grand club, c'est pas forcément beaucoup d'argent, dans le sens où si le même petit, dans 10 ans, vous rajoutez un zéro pour l'acheter, c'est plus le même prix. Donc voilà. Karim, vos joueurs en équipe de France de 3-3, ils ont quel âge en moyenne? Ça dépend, on a des moins de 23 ans, on a des seniors ça peut aller jusqu'à 30, 35. Qui ont déjà donc des carrières. Qui ont déjà des carrières. Après, pour rejoindre un petit peu ce qui est dit, c'est qu'aujourd'hui, rien ne se fait sans les agents. Donc déjà, le contexte est posé. Après, on peut prendre l'exemple, par exemple, d'un Luka Doncic, qui est un joueur qui explose en NBA, qui est première année en NBA cette année, c'est un Slovène. Il est arrivé à 13 ans à Madrid. C'est-à-dire que le Real Madrid est parti le chercher à 13 ans, il a été développé là-bas, le retour sur investissement pour eux, il est énorme. Donc on parle de sommes, c'est vrai que ça paraît énorme, mais pour les gros clubs comme ça, c'est rien du tout. Parce que là, aujourd'hui, c'est un joueur qui va, dans 2-3 ans, il va signer un contrat à 200 millions peut-être. Donc c'est des joueurs, là au niveau de la NBA, les prix sont devenus... Donc là, clairement, on ne parle plus de sport, on parle de business. Non, c'est du business. Pour le Real Madrid, c'est un petit investissement. Pour avoir des gros retours, des grosses retombées. Mais alors, si on parle de business, votre rôle, est-ce que votre rôle, c'est toujours d'être des éducateurs, des accompagnateurs, des guides, ou il faut être maintenant des profs d'éco et des profs de marketing et de com? C'est très ingrat. Par exemple... Excusez-moi, Karim, mais j'ai presque l'impression de voir un décalage. J'ai l'impression que vous faites partie d'une ancienne époque, quoi, qui a plus ces codes maintenant. Il faut réussir à jongler entre les deux tableaux, je pourrais dire. C'est-à-dire que un joueur, vous allez l'avoir, il est déjà sollicité par des grandes équipes. Donc vous devez certes le former, mais lui, il y a les sirènes qui l'appellent d'un côté, et nous, on est un peu entre les deux. Les sirènes, elles n'ont qu'un son, le son de l'argent. Le son de l'argent, et puis après, si je prends l'exemple encore de la NBA, c'est purement économique. Ils ont un système de trade, d'échange. Ils vont échanger un joueur, pas spécialement pour le sportif, mais parce que ça va leur rapporter de l'argent, parce que ça va ramener un nouveau marché pour la ville. Quand LeBron James est parti de Cleveland, la ville, au niveau économique, est tombée. Il est revenu, c'est remonté. Donc en fait, les joueurs sont des plus-values, c'est des multinationales pratiquement. Mais est-ce que les joueurs ont conscience de ça, Paul? Certains, oui, bien sûr. Mais les joueurs, on reste sur les jeunes joueurs, c'est-à-dire que quand ils démarrent, quand ils commencent, quand vous allez faire du scouting, vous repérez des joueuses, vous voyez qu'elle a un peu de talent, tout ça. Est-ce que leur motivation première d'être bon, c'est de se dire je vais pouvoir gagner des trophées, je vais pouvoir jouer avec telle ou telle joueuse, avec un ballon d'or, je vais pouvoir aller vivre en Espagne, je vais pouvoir aller dans le meilleur championnat, ou c'est se dire si je me fais repérer, sponsor, gros chèque, gros club? Je pense qu'à 90% de ce que je connais, quand on fait du football à un petit niveau, quand on commence en débutant, en poussin, même en U10, U13, on aime le football, on a envie de gagner, on a envie de s'amuser, et en s'amusant, on gagne, puis on gagne. Donc l'amour du jeu. Ouais, l'amour du jeu, jouer avec les meilleurs pour pouvoir voir un peu ce qu'on vaut, etc. et tout. Mais à côté de ça, évidemment, si on est bon, dans le monde où on vit aujourd'hui, avec le développement du football, on sait que le football a une part vraiment importante dans la société. Il en parlait, Karim en parlait par rapport au basket aux États-Unis, mais Paris Saint-Germain, pour pas aller très loin, vous voyez bien qu'économiquement parlant, ils ont fait revivre la ville de Paris aussi.
On parle du Paris Saint-Germain et associé tout le temps à la ville de Paris aujourd'hui. Avant, La ville de Paris, je pense que le PSG a plus besoin de Paris que Paris du PSG quand même. moi je pense qu'il y a des deux. Un touriste aujourd'hui, s'il vient à Paris, il va visiter Paris, et il va sûrement passer à la boutique du Paris Saint-Germain aussi. Très probablement. Un touriste qui aime le foot. Pas forcément, non. Moi, j'ai la famille de certaines de mes joueuses qui sont des États-Unis d'ailleurs, qui sont du Texas. Ils sont venus, ils s'intéressent à la carrière de leur joueuse, qui jouait même pas au PSG d'ailleurs. Mais quand ils sont passés à Paris, ils m'ont demandé, ils voulaient voir le Parc des Princes. J'ai des joueuses qui viennent d'Afrique, la première chose qu'elles demandent, c'est voir le Parc des Princes. C'est vraiment le PSG a pris de l'importance aujourd'hui, économiquement. Et je pense que ça se ressent même sur les petits clubs. Alors justement, ça on va en parler après. Karim, vous êtes d'accord avec ça? Argent, agent, c'est la même chose en fait. Moi, je suis d'accord. Et après, l'argent, ça amène aussi les talents. Il faut dire les choses. C'est-à-dire que quand on met le prix, il y a les bons joueurs. Oui, mais moi, c'est ça que je veux comprendre. C'est la motivation. On devient un talent. Quelle est la première motivation? Là, avant, j'ai la naïveté de croire que la première motivation était de pouvoir vivre de sa passion. Est-ce que là, maintenant, quand on voit Neymar, son anniversaire, les trucs... C'est plus des showman. Ma fille qui a 13 ans, qui le foot, bon, elle connaît Mbappé, elle connaît Pogba, mais pour les réseaux sociaux. Je suis même pas certain si elle a dû regarder un match une fois avec moi, ça l'intéresse pas plus que ça. C'est quoi? Je pense que à ce jour, le football a pris de l'importance au niveau de la société. C'est des Le stars. football ou le sport? Le sport en général, le football en particulier. Si vous voyez des acteurs, des Brad Pitt, etc., ils vont faire des publicités à la télé pour des parfums, n'importe quoi. Les footballeurs font la même chose aujourd'hui. D'accord? Donc, il y a une importance sur la société, il y a de l'influence, puisqu'on parle beaucoup d'influenceurs aujourd'hui, sur la société, notamment des jeunes joueurs que vous avez cités comme Neymar, Mbappé. Maintenant, qu'ils soient conscients de toute l'importance économique qu'ils représentent, j'en suis pas certain. Et c'est peut-être pas forcément leur souci premier. Mais c'est vrai que par rapport à la jeunesse, on va s'en servir beaucoup, notamment les Américains font ça énormément. Ils s'en servent comme exemple. Je sais qu'une de mes joueuses a fait notamment une campagne avec, dans une marque de poupées pour justement encourager la jeunesse à se développer, à avoir envie de faire du sport, à s'accomplir. Et ça a une importance, pas forcément économique, mais dans la société. Je pense que oui. Karim, LeBron James, il a conscience de ce qu'il représente? Bien sûr. Là, pourquoi il a signé à Los Angeles, c'est pas que sportif. Ça lui ouvre un marché, le marché des films, le marché d'Hollywood. C'est un business énorme pour lui. Et par rapport à ce que disait Paul tout à l'heure, moi je suis d'accord par rapport à l'entourage aussi. C'est-à-dire que les jeunes joueurs n'ont pas conscience spécialement de ça, mais l'entourage vous fait comprendre rapidement, voilà, il y a quelque chose à faire. Ils vont pousser les jeunes, ils vont peut-être le faire à outrance, de manière négative, mais souvent c'est l'entourage qui pousse aussi à ces dérives. Alors, tout à l'heure, hors plateau, on parlait d'une rencontre que j'ai faite avec quelqu'un qui est lié indirectement avec la NBA. Et je lui parlais d'un jeune basketteur qui évolue actuellement dans le championnat français. Il m'a dit, ouais, cet été, lui, il est drafté, c'est temps. Il m'a pas dit, il va jouer avec un tel, il m'a pas dit, il va jouer ceci, cela. Il m'a dit combien il coûte. Ouais, c'est devenu la norme. C'est-à-dire que voilà, on sait que... C'est vrai que c'est dérangeant, mais un lot hippique, voilà, c'est entre 1 million et 10 millions, par exemple. Enfin, j'avance des chiffres, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire, voilà, il va se faire drafter telle position, il va gagner tant. On ne va pas dire, il va jouer avec tel ou tel. Alors ça, c'est l'entourage. Mais est-ce que vous pensez que le joueur, lui, qui va être drafté, il va atteindre un rêve de se dire, je vais peut-être être confronté à LeBron James, je vais peut-être jouer contre Stephen Curry. Est-ce que ne dites pas que ça a disparu, ça, quand même. Il ne se dit pas juste, je vais gagner 6 millions de dollars. Non, bon, après, ça va changer sa vie, certes, mais les grands compétiteurs... Mais ça va la changer en bien ou en mal? Après, ça dépend. Et là, pour le coup, c'est l'entourage? L'agent, sa famille surtout. Ouais. C'est la manière dont vous abordez l'événement. C'est-à-dire que demain, vos salaires, ils est multiplié. On va prendre un exemple simple. On va parler d'Emiliano Sala, puisque c'est un peu d'actualité. En allant, malheureusement, paix à son âme, en partant de Nantes, il ne voulait pas partir de Nantes, d'après ce que je peux comprendre. Mais le salaire, la catégorie sociale d'où il vient, fait qu'il y avait une pression qui a fait qu'il a accepté d'y aller. Et à un moment donné, on peut comprendre. La famille, il vient d'un milieu très modeste. Lui-même, c'était son plus gros contrat de sa carrière. Ah non, mais Paul, en aucun cas, on va reprocher à des gens à qui on a dit tu as on te propose 100, de refuser 100 juste. Non, mais bien évidemment. Mais c'est pas les sportifs. Ce que je voudrais qu'on essaye d'éclaircir, c'est qu'il y a un business, il y a un sportif et il y a un entourage. J'ai le sentiment que le business et l'entourage parlent la même langue, mais je voudrais continuer à croire que le sportif a toujours quand même cette âme qui fait que
sa priorité, ça reste le jeu. Les grands sportifs, oui. Je vais prendre l'exemple de Michael Jordan. Ça n'a jamais été le joueur le plus payé de la NBA pendant toute sa carrière. Mais c'était le plus grand compétiteur. Alors aujourd'hui, c'est un businessman, il gagne plus aujourd'hui que ce qu'il a pu gagner avant. Karim, lui, si Michael Jordan était joué maintenant, est-ce que les choses n'auraient pas été différentes? Est-ce que même si lui, il ne veut pas avoir le meilleur salaire, on l'aurait obligé de ça aurait été différent parce que c'est clairement le meilleur joueur pour moi de l'histoire. Donc c'est clair qu'il aurait été payé en conséquence. Mais c'était une autre époque. Donc ça a évolué. Mais il y a encore des joueurs. Kobe Bryant, par exemple, qui a arrêté il n'y a pas très longtemps. C'était pas non plus le joueur le plus payé de la ligue. Mais c'était un des joueurs les plus forts. Et quand on parle de Cristiano Ronaldo pour revenir au foot, on parle souvent aussi de son professionnalisme. Il est très professionnel, je pense que c'est un exemple, c'est un vrai exemple. Moi j'aime beaucoup en termes de professionnalisme, c'est un exemple, même à son âge, mais il est comme ça aujourd'hui parce qu'il a toujours été comme ça dès le départ. Et cet état d'esprit, c'est très dur d'avoir et il faut vraiment être déterminé en termes sportifs, avant même de parler de quoi que ce soit, il faut vraiment être déterminé en tant que sportif pour arriver là où il est arrivé. Évidemment, quand tu arrives à ce niveau-là, l'argent suit, c'est normal. Alors là, on parle d'exemples... Ronaldo, Jordan, Kobe Bryant, LeBron James et tout. Mais pour les autres, ceux qui ont pour objectif de choper un contrat, d'atteindre un club parce que c'est associé à des montants mirobolants et tout, est-ce que pour le coup, l'argent n'a pas un effet néfaste qui les amène à avoir des attitudes, des comportements, de tricher, le dopage? Est-ce que le dopage n'est pas lié justement à cette course à la performance qui est liée à l'accession et à l'obtention de certains contrats? Moi, je pense que le dopage concerne tout le monde. Il concerne tout le monde, même les meilleurs. C'est pas une question de niveau de football ou de niveau de sportif. C'est la question de la compétition. Si vous devez jouer 3 matchs par semaine, même si tu es le meilleur joueur du monde, si tout le monde se dope, tu vas être obligé de te doper aussi. Tu te claques comme Neymar. Ça peut arriver. Mais à part si tu ne te dopes pas. Mais oui, mais je pense que c'est la compétition qui est exigeante. Moi, le dopage en soi, c'est peut-être bizarre. Je vais être clair. Est-ce que l'argent n'a pas généré le dopage? L'argent, en fait, a généré de la compétition et l'accumulation des compétitions a généré des demandes de performance. La demande de performance, forcément, puisqu'on n'est que des êtres humains, tu peux t'entraîner au maximum 24 heures sur 24. À un moment donné, tu vas arriver à des limites humaines. Forcément, pour pouvoir proposer du spectacle toujours de la même qualité, il va falloir peut-être céder un petit peu. Donc en fait, vous êtes en train d'excuser le dopage? Non, j'explique. C'est pas pareil. Karim. L'appât du gain. Je pense que l'appât du gain a changé la donne. Ça a changé la donne dans tous les domaines. On peut regarder n'importe quel sport. Je prends l'athlétisme, avec ce qu'on peut gagner aujourd'hui sur des meetings, le foot, les salaires des footballeurs, les basketteurs qui ont vu leur salaire, le tennis, le cyclisme. Les cas de dopage dans le cyclisme, c'est pas juste pour gagner une course, c'est parce que derrière, il y a des gains énormes. Et souvent, pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est que beaucoup de sportifs viennent de milieux sociaux un peu défavorisés. Dans certains sports, c'est beaucoup comme ça. Aux États-Unis, par exemple, en NBA, il y a énormément d'athlètes qui viennent de milieux, entre guillemets, pauvres. C'est des sports populaires. Et c'est le sport le plus populaire avec le baseball, peut-être. Mais comment refuser ça? Là, et le système est fait d'une certaine façon que c'est impossible à refuser. Aujourd'hui, la deuxième ligue aux États-Unis, la G-League, va pouvoir recruter des joueurs à partir de high school. C'est-à-dire qu'à partir de high school, ils pourront ne plus aller en collège et avoir des contrats à hauteur de 100-150 000 $ la saison. C'est injouable en termes pour nous, par exemple, pour les coachs. Comment derrière on peut rebondir par rapport à ça? On ne peut pas lutter. Mais alors quel est votre rôle en tant que coach? Essayer justement de les éduquer, de leur faire garder la tête sur les épaules. C'est pas évident parce que ça vient de partout, l'entourage. Mais Karim, comment on lutte contre un joueur qui est sous contrat, et on l'a vu dans l'équipe de France de basket, avec Joachim Noah notamment, comment on lutte, comment on vend l'amour du maillot, l'amour de la patrie, on fait appel à quelle fibre? Il y a une fibre patriotique. Alors en plus pour Noah qui a vécu toute sa vie aux États-Unis, c'est compliqué et on lui jette pas la pierre. Mais comment on fait? Comment vous, quels sont les leviers que vous utilisez? Il faut aussi qu'on ait des bons interlocuteurs et qu'on ait des sportifs. C'est qui les interlocuteurs? Exemple, Tony Parker, qui a toujours eu l'amour du maillot, qui a très bien gagné sa vie. Lui, il a toujours milité pour ça. Venez en équipe de France, venez. C'est avant tout l'amour du maillot. Il s'est sacrifié sportivement. Il a fait des grandes choses alors qu'il se mettait, entre guillemets, en risque. Parce que la blessure, les assurances NBA, c'est aussi un gros problème. Et heureusement, il y a encore des sportifs comme ça. Et souvent, c'est les grands champions. Comme on disait tout à l'heure, c'est ceux qui font des... Alors Paul, on va terminer la première partie.
J'ai une question pour vous en seconde partie. Est-ce que les femmes sont moins vénales que les hommes? On voit ça tout à l'heure. Sport Palab, deuxième partie, de nouveau avec Karim Souchu et Paul Malouzebi. J'ai terminé la première partie avec une question pour Paul, à savoir si les femmes étaient moins vénales que les hommes. Alors je précise, les femmes sportives. Paul, est-ce qu'on a l'impression dans l'imaginaire collectif que les femmes sont moins intéressées par l'argent? Est-ce que parce qu'il y en a moins? Comment vous le font plus, elles sont plus malignes? La patate chaude. Non, je pense que simplement qu'il y a moins d'argent dans le sport féminin. Pour le moment. Pour commencer, pour le moment. Même si c'est vrai que dans le football féminin, ça commence, c'est assez, l'inflation elle est galopante. Et c'est vrai qu'elles ont une approche différente. La plupart sont étudiantes ou travaillent sur le côté, c'est ce qu'elles faisaient déjà depuis les 5 ou 6 dernières années, avant qu'on passe au professionnalisme. Et même si ça commence à changer, mais je pense que l'approche est vraiment différente, les sommes sont différentes, donc déjà, même elles font moins tourner la tête, quoi. Voilà, même la famille, l'influence de l'entourage est moins forte. Et si on parle de Serena Williams? Après, il y a les extrêmes. Serena Williams, ça fait partie, si ce n'est la meilleure joueuse de l'histoire du tennis. Ouais. Elle est dans un grand pays, il y a 302 millions d'habitants, je crois. Donc il y a un marché très grand, très large, elle est internationale. Sachant qu'elles ont commencé très très jeunes en plus. En termes de marketing, en termes de performance sportive, c'est vraiment fort, c'est de la crème, comme on dit. Karim, vous pensez qu'il y a une différence, vous? Moi, je pense pas vraiment. Je pense que ça dépend du sport. Donc, c'est le tennis. Le tennis, c'est un sport d'élite mondiale. Et au niveau du tennis, les sommes sont astronomiques. Et comme disait Paul, ça commence très tôt. Au tennis, c'est très très jeune. Donc quand on regarde, il n'y a pas que Serena Williams, on peut prendre des anciens exemples comme par exemple Sharapova qui a très bien gagné sa vie. Kim Clijsters. Voilà, c'est quand même des sommes qui sont importantes. Après, le football féminin, par exemple, pour moi, est en pleine ascension. Donc les sommes ne sont pas encore en adéquation, mais on va vite y arriver. En fait, la différence pour le football féminin, et c'est ce qu'on va voir notamment dans le nouveau sujet de Yazdine Yayaoui, c'est l'implantation du média. Les médias sont moins présents sur le foot féminin. Et alors, la question, c'est est-ce que, notamment, tout ça, c'est à cause des médias que le sport a pris cette envergure? On voit ça dans le sujet de Yazdine. Bien qu'étant tout d'abord des athlètes et donc forcément attendus sur leurs performances purement sportives, les acteurs de la planète sport ne se cantonnent aujourd'hui plus exclusivement à leur rôle sur les terrains et voient leur importance dans la société de consommation complètement changée. Déjà présent sur tous nos écrans de télévision avec la dimension sans précédent qui est en train de prendre le marché juteux des droits télésportifs, les stars des terrains de sport occupent maintenant de plus en plus l'espace publicitaire extrasportif avec des apparitions dans des spots pour différents grands noms du monde des affaires. Égérie de grandes marques pour certains, ambassadeurs de causes diverses et variées pour les autres, les athlètes et les contrats les liant à ces marques offrent désormais un poids encore plus important au milieu sportif dans l'économie mondiale. Avec des accords mettant en jeu en moyenne plusieurs dizaines de millions d'euros, les contrats passés entre les stars du sport et les grandes marques de luxe, annonceurs et très grosses multinationales impactent de plus en plus et de façon inévitable la vie des sportifs et les décisions qu'ils prennent. L'exemple type de ce lien unissant quasi systématiquement le sport et l'argent est celui de la star du tennis féminin Serena Williams. Absente des cours pendant quasiment toute l'année 2017 pour cause de grossesse, l'américaine a tout de même pu empocher quelques 18 millions de dollars durant son absence, le tout grâce à la vente de son image auprès de grandes marques de sport et de luxe. Une hégémonie de l'argent qui impose de plus en plus ses règles au sein des enceintes sportives et qui oblige les athlètes à surveiller avec beaucoup plus d'attention leur image que par le passé. Oui, on était en train de discuter parce que justement on revenait sur l'exemple de Serena Williams, c'est effectivement 18 millions de dollars sans jouer. On voit l'importance des médias et à travers les médias bien sûr les sponsors, la publicité. Est-ce que c'est ça qui a faussé la donne? L'importance des sponsors. Ouais. Je pense que quand un athlète gagne, le sponsor se dit j'ai gagné aussi. Donc lui, il va clairement mettre de l'argent sur. Mais c'est ça qui a vraiment changé? Ah oui, entre autres, les contrats de pub, les contrats, c'est énorme quoi.
fausser, je dirais pas fausser la donne, notamment dans le sport féminin, parce qu'en fait, on revient peut-être à la normalité. Par rapport Quoi, aux 18 garçons. millions de dollars sans activité, c'est la normalité pour vous? Ben, je crois que si je me souviens, Zinedine Zidane, je crois que c'est. Attention, là, vous touchez à quelque chose. À l'époque, ouais. si je dis pas de bêtises, il devait gagner un truc comme 89 millions d'euros à l'année. Et je crois qu'il y avait simplement, 10 ou 15% de cette somme qui était son salaire. Ouais. Donc ça veut dire que même s'il avait. Aujourd'hui, par exemple, il est retraité, il a des contrats à vie chez Adidas, tout ça. Mais pour revenir au foot féminin, tout simplement, je voulais dire que c'est la norme. Le marché des femmes est bien plus large que celui des garçons, il faut le savoir. Pourquoi? Il y a plus de magasins de femmes que de magasins de garçons. Déjà, par exemple, dans le vestimentaire, si vous observez autour de vous, c'est peut-être du... Donc le potentiel est plus important. Le potentiel est plus important. C'est simplement qu'il est en plein essor, comme le disait Karim, et que forcément, on va arriver à des choses comme ça. Et Serena Williams, c'est une pionnière. Il faut savoir que c'est une des premières à avoir fait accepter la parité au niveau des primes, des prize money sur des tournois, que ce soit hommes ou femmes. Enfin, c'est aussi, l'année dernière à l'US Open, en finale, elle s'est fritée avec un arbitre en le traitant de sexiste parce qu'il ne lui a pas accordé un truc qui, soi-disant, il accorde donc le combat n'est pas gagné. Paris ne s'est pas fait en un jour. Non, mais ça, c'est un autre thème d'émission qu'on a déjà abordé. Karim, les sportifs, ce sont des marques, clairement. Ce sont devenus pour certains des marques, oui. Quand je reprends, je cite beaucoup LeBron James aujourd'hui parce que c'est vraiment pour moi un exemple de marketing et de business. Mais je me rappelle d'une interview qu'il fait dans le vestiaire après un match où on cite une marque et lui dit non, moi c'est pas cette marque-là, je suis à vie avec cette marque-là, donc cette marque-là je veux même pas l'entendre. Mais ça c'est clairement du. Il est où le sportif là? C'est plus des sportifs, c'est des Ah non, entrepreneurs. Ils signent ces athlètes-là signent des contrats à vie avec des équipementiers à vie. Donc, encore aujourd'hui, des anciens athlètes comme Allen Iverson, par exemple, avaient signé à vie un contrat avec Reebok. C'est ce qui l'a sauvé. Mais alors, comment font ces sportifs, et peut-être que c'est pour ça que ce sont d'immenses sportifs, pour pouvoir dissocier le business, qui est un métier à part entière, et en plus se consacrer à une carrière professionnelle dans un sport basket, foot, pour ne citer que ces deux-là, qui sont deux sports, si ce n'est les deux sports majeurs sur toute la planète. Comment ils ont des équipes tout autour d'eux. Oui, bien sûr. Je pense que déjà c'est des vrais professionnels. Mais professionnels de quoi? Du sport, du business, du marketing, de la com, de quoi? C'est autant des professionnels dans le business. Je sais, je suis en plein dedans en ce moment justement avec certaines de mes joueuses qui commencent à avoir des sponsors. On essaye vraiment d'être professionnels dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand on parle de business, de sponsor, se présenter au rendez-vous, de mettre la marque qu'on t'a demandé sur les réseaux sociaux, de ne pas mélanger le privé, le public, etc. et tout ça, c'est du professionnalisme. Ensuite, quand tu es sur le terrain en train de t'entraîner, notamment je pense à une de mes joueuses à Paris, vraiment de prendre le temps de se reposer après des entraînements, de prendre le temps de récupérer, tout ça, c'est du professionnalisme. Et être professionnel aujourd'hui est bien différent de ce qui se faisait il y a 40 ans. C'est pas le même job. Oui, clairement. Oui. C'est pas le même job, il y a plein de choses. Je pense que Karim peut donner d'autres exemples. Alors, si c'est pas le même job, est-ce que les valeurs du sport d'il y a 40 ans, celles que l'on connaît, s'appliquent encore aujourd'hui? C'était la question initiale de l'émission. Mais par rapport à ce que Paul dit, c'est vrai que ça s'apprend aussi à être professionnel. Moi, je vais prendre mon exemple personnel. Je suis revenu en 2003 quand j'étais à Lasvel. Je me rappelle, j'étais avec un équipementier. Et j'avais décidé de porter une autre paire de chaussures pour un match. Manque de peau, première page de l'équipe au niveau basket, j'étais en photo avec les chaussures de l'autre équipement. Là, tu prends tout de suite un savon, mais ça s'apprend. Et ces athlètes-là, ils s'entourent vraiment d'équipes qui sont généralement au niveau marketing au top. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un pour le marketing, pour la com, leurs comptes, leurs réseaux sociaux. Manager, machin et tout. Quelqu'un s'en occupe pour eux. Enfin, tout est vraiment millimétré, quoi. Alors, vous n'avez toujours pas répondu à mes questions, mais j'en reviendrai avec avant la fin. J'ai autre chose. Est-ce qu'en fait, là, on n'est pas en train de voir aussi une nouvelle compétition naître qui est la compétition du plus gros salaire? Est-ce qu'en fait, c'est pas aussi les sportifs, c'est pas une marque de notoriété de savoir que dans le foot, ils gagnent plus. Alors après, on dissocie le salaire en club du salaire de la publicité. Est-ce qu'on n'est pas considéré maintenant parce que dans la compétition du gros salaire, je suis plus fort que toi. Il y avait eu les bastons, on voit là, les petites guéguerres que Messi, Ronaldo, je veux quitter le club parce qu'il gagne plus que moi et tout. Il y a un vrai truc quand même. Je pense que pour prendre la Coupe du Monde qui a eu lieu cette année avec les Français, la victoire de l'équipe de France. Merci. Vous savez quand vous êtes en équipe de France que quand vous atteignez une compétition comme celle-ci qui est la crème de la crème,
vous allez tomber sur les meilleurs joueurs en face de toutes les équipes. Donc vous êtes à peu près au même niveau, en gros. Alors, en termes de marketing, en termes de salaire, vous avez les meilleurs. Donc en allant jouer cette compétition, non seulement vous savez que vous allez être en compétition sportivement parlant, mais aussi au niveau des sponsors. Celui qui gagne la Coupe du Monde, en termes de retombées sponsoring, all-in, il récupère. Quoi. Il récupère. Ça aurait été l'Argentine, je pense que Lionel Messi, il s'en serait bien sorti. Il s'en sort bien au quotidien, mais par rapport aux retombées d'une Coupe du Monde comme Mbappé ou d'autres joueurs, c'est ça, tu changes de catégorie. Alors c'est marrant que vous parliez justement de l'équipe de France et de la Coupe du Monde, parce que en préparant l'émission, je me suis dit, mais en fait, quelque part, les reproches qu'on a fait à cette équipe de France, de jouer de façon non flamboyante, on trouvait que c'était avec cette logique de Deschamps qui est l'important c'est de gagner. Est-ce que justement on n'est pas là dans le paradoxe du sport entre une personne qui calcule le résultat et tous les autres autour qui lui reprochent la façon, c'est-à-dire en fait le spectacle contre le sport. Est-ce que là, justement, il n'y a pas un petit peu ce paradoxe Tout le monde n'est pas capable de faire du spectacle. Hein. Non, mais quand on est champion... Non, mais pour tout le monde, on se dit, t'es champion du monde de foot, t'es une équipe qui fait du spectacle. Comme tu es le meilleur dans le spectacle du foot, t'es supposé savoir faire le plus beau spectacle. On n'est pas justement face à quelque chose... c'est le reproche qu'on a entendu quand même. Ouais, mais honnêtement, moi, je me place du côté du coach. Je préfère gagner une Coupe du Monde. Et on va se souvenir dans 10 ans qu'on a gagné la Coupe du Monde. Franchement, qu'on nous dise le jeu était pas beau, le résultat, au final, on est champion du monde. Quoi. Pour pas les citer, la Belgique, qui pense qu'ils ont fait des non, c'est spectacles. Pas bien, ça. Non, mais j'ai rien contre eux. Mais simplement, je pense qu'ils sont pas dans le vrai. Quand tu es un pays comme... Non, mais on peut comprendre qu'ils aient les boules. Quand tu es un pays qui a jamais rien gagné, je pense que vouloir faire du spectacle ou montrer du beau jeu, nous, la différence entre nous et les Belges, c'est que nous, on sait gagner. On a appris à gagner. La preuve. Maintenant, la Belgique, je pense qu'ils regrettent de ne pas avoir joué comme nous et de ne pas avoir gagné. Après, c'est un choix. Un choix et c'est aussi une capacité. Est-ce qu'on est tous capables de faire du spectacle? Moi, je ne suis pas sûr. Nous, on a joué avec nos forces, je pense. Après, moi, je trouve que c'est bien. Le sélectionneur, il a assumé ses choix. Il a dit, voilà, on va jouer, certes, d'une façon plus défensive que la Belgique, mais on a gagné. Donc à un moment donné, je sais pas, non, je garde le résultat, mais je comprends. Là, pour le coup, on dirait presque que les valeurs du sport étaient présentes chez Didier Deschamps et donc l'équipe de France, où il y avait les fondamentaux, ce qu'on entend toujours, le respect de l'adversaire, contre le reste du monde qui leur reproche, alors en plus il y a ceux qui n'ont pas gagné, donc tous les autres qui ont un peu les boules, qui leur reprochent, ouais c'est un jeu restrictif, il n'y a pas de tactique, et en gros il n'y a pas de spectacle. Donc on paye un truc, on veut assister à un super spectacle parce que la grande messe de la Coupe du Monde fait que, face aux valeurs du sport. Donc je repose ma question de tout à l'heure, est-ce que le sport d'aujourd'hui, le business du sport d'aujourd'hui tel qu'on le connaît dans tous les sports, est-ce qu'il y a toujours cette place pour les valeurs du sport qui, je le répète, sont la tolérance, le respect, l'honnêteté, l'honneur, le courage? Il y a toujours la place, la preuve, l'équipe de France cet été, mais quand ça se passe, ça choque parce que les valeurs actuelles sont différentes. Mais pour moi, il y a toujours la place. Moi, je suis d'accord. Je pense que les valeurs n'ont pas changé. Simplement, c'est les attentes des gens qui ont changé. Je pense qu'il n'y a aucun supporter qui souhaiterait que son équipe fasse du spectacle sans gagner. Sauf les Belges. Sauf les Belges. Sauf les Belges, peut-être. Peut-être dur. Mais je pense sincèrement que non, les valeurs, elles existent. La preuve, Didier Deschamps, il a mis beaucoup de règles en équipe de France. Et vous remarquerez que les joueurs, il n'y avait pas beaucoup de fantaisie. Pas beaucoup de fantaisie. Par contre, c'était efficace. Alors, oui, ça c'est moins qu'on puisse dire, puisqu'ils ont atteint le Graal ultime. Alors maintenant, on va parler de l'autre versant, enfin de l'autre revers de la médaille, du revers de la médaille, qui est tout ce que génère le sport et le spectacle au travers de l'argent, mais au travers aussi des paris sportifs, de l'argent dans certains pays, quand on voit comment les pays exotiques, ce qu'on appelle exotiques, dérégulent complètement le marché. Est-ce que c'est pas ça? Alors peut-être pas forcément les paris sportifs, mais c'est ces pays qui proposent des salaires faramineux dans des championnats qui n'en sont pas, dans des ligues qui n'existent pas, où les joueurs restent 6 mois, repartent. Alors, ouais, vous parlez du projet sportif. Est-ce que ça, c'est pas un peu le chant du cygne? C'est pas ce qui va les perdre? Déjà, à chaque fois qu'un joueur signe dans un pays comme ça, il parle le projet sportif m'a plu, m'a séduit. Il va pas dire ouais, je vais aller emplâtrer. C'est clair, mais c'est clair que c'est financier. On est d'accord, mais tout le monde le sait en plus. Après, je pense que c'est des stratégies, à très très court terme.
C'est-à-dire que c'est le financier, on fait venir des joueurs qui sont renommés, peut-être en fin de carrière, mais qui ont eu des carrières exceptionnelles. Mais alors, c'est ça que je voulais dire. En fin de carrière, on peut le comprendre, mais il y a des joueurs, même en plein milieu de carrière. C'est là où la donne a changé. Là, ça a changé, oui. Ça a beaucoup changé. L'approche, on va dire, financière a beaucoup changé. Là, on parle plus d'amour du jeu. Non, si, parce que ça reste du football. J'y ai beaucoup pensé, mais quand tu vas jouer en Chine ou tu vas jouer en France, ça reste du football. Le terrain est toujours la même dimension. Voilà, simplement, c'est pas les mêmes ambitions. On se connaît assez, non mais ça reste du football. Vous allez jouer en Chine. Elle est où la musique Ligue des Champions? Elle est où vous jouez contre des mecs, vous jouez pas contre Lionel Messi, Kylian Mbappé ou quoi que ce soit. C'est clair. D'accord, ça s'appelle du football, mais... C'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Après, moi, j'ai été confronté il y a pas longtemps. Une de mes joueuses a commencé à aborder ce sujet, on peut en parler, la Chine, et il y a des jeunes. Oui, c'est ça. Quel âge elle a? Elle a 24 ans. Elle n'est même pas au milieu de sa carrière? Non, même pas, elle vient de commencer, ça fait 2 ans en professionnel. D'accord. Et simplement, c'est vrai, quand elle voit des coéquipières qui ont, parce que même chez les filles, par rapport à l'Europe, ça il y a un championnat féminin. Bien sûr, qui est très développé, et ils ont un projet. Hein. Moi, ce que j'essaie de dire, c'est que des pays comme la Chine, des pays émergents dans le sport, le football en particulier, ils ont le droit d'avoir la stratégie qu'ils veulent. En l'occurrence, la Chine, je crois qu'ils ont décidé de faire 10 000 terrains de football. Ils ont des académies. Ils ont des académies, en mettent partout et tout ça. Et ce qui semble logique que la Chine ait une bonne équipe de foot. Hein. Notamment chez les filles. Chez les filles, elles ont toujours eu un bon niveau, mais pas au top. Et aujourd'hui, en faisant venir des étrangères, c'est une manière d'apprendre des étrangères et des entraîneurs étrangers. Maintenant, c'est clair que pour une étrangère, c'est un sacrifice que d'aller jouer en Chine. Donc, c'est notre vie. Paul, vous êtes le conseiller de votre joueuse. À 24 ans, vous lui dites clairement, si tu vas en Chine, ta carrière, elle est finie? Je ne l'ai pas dit comme ça. Mais est-ce que c'est ce que vous pensez? Je pense que c'est pas qu'elle est finie, c'est que c'est compliqué. Pour moi, dans la logique, comme avait dit Karim, tu vas aller en Chine en fin de carrière parce que tu vas amener ton expérience. Si tu y vas à 24 ans, tu peux pas avoir la même expérience en ayant joué la Champions League et tout ça pendant 10 ans que si tu n'as pas du tout joué à la Champions League ou très peu et que tu y vas maintenant. Et en plus, je pense même en termes de salaire, si tu y vas avec de l'expérience, bah, tu vas forcément gagner plus. Et c'est pour ça, moi, c'est ce que j'ai dit à ma joueuse. J'ai dit, écoute, moi, je pense que tu peux y aller en Chine tous les jours. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Déjà, la vie sur place. Déjà, moi, en tant qu'agent, je ne t'accompagne pas. Parce que moi, ma vie en Europe, c'est un choix de vie. D'aller en Chine, voilà, tu t'isoles un petit peu. Les déplacements, jouer à l'extérieur, c'est pas comme jouer à Juvisy, Paris Saint-Germain. Tu fais un voyage, tu changes quasiment de continent. Donc, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte pour gagner ce salaire-là. D'accord? Ah oui, il y a des sacrifices, il ne vous faut pas cadeau non plus. À partir du moment où tu prends un bon salaire dans un pays comme la Chine ou au Japon, je pense que tu fais des sacrifices. C'est pas pareil, le Japon. Le Japon, il y a une vraie culture de foot. Hein. Il y a une culture de foot, mais disons que les salaires, les proportions étaient un peu pareilles à l'époque quand ils faisaient venir des grands joueurs, etc. Mais pour revenir à la Chine notamment, je pense que tu y vas, il y a une joueuse qui est allée, qui s'appelle Christiane, qui était au Paris Saint-Germain il y a 2 ans. Elle est partie, elle a triplé son salaire. Je peux comprendre pour plusieurs raisons sociales, elle vient des favelas, 2, elle est en fin de carrière, elle a de l'expérience. Oui, mais là, on peut, ouais. Elle amène. Mais une jeune joueuse, si demain elle me dit, voilà, je vais aller en Chine, j'ai telle proposition, je lui dirais, ok, tu veux aller en Chine, c'est ton choix, je lui explique déjà le contexte, et on voit déjà si elle continue à vouloir y aller. Karim, vous... Après, ça existe aussi, on parle de pays exotiques en basket? J'en ai vu. Oui, il y en a. Mais après, je trouve, tu me diras si je me trompe, mais on a aussi une façon de penser très européenne. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'extérieur, c'est exotique. Qui parle. Non, c'est même pas l'Américain qui parle, c'est que moi j'ai été confronté à ça. On m'avait proposé d'aller en Iran, et c'est vrai que quand vous avez accepté? Non. Pourquoi? J'ai pas été libéré par le club, c'était différent. Et c'est le club français. Mais en fait, tout ce qui est en dehors de France ou d'Europe, c'est mieux dans notre façon de penser. Mais on peut aussi faire carrière dans ces pays-là. Après, pourquoi ces pays-là, eux, ils disent quoi? Voilà, nous, on est exotiques pour eux, c'est la même chose. Mais je pense qu'on doit aussi faire évoluer notre façon de penser. Après, une joueuse ou un joueur qui veut partir, s'il a un projet derrière, lui, s'il a un projet sur le long terme, qui peut avoir 24 ans, 30 ans, c'est respectable, il faut respecter ce choix-là. Il ne faut pas non plus qu'on se ferme à se dire, voilà, tout ce qui est extérieur et exotique, c'est moins bien. Et après, il faut se souvenir d'une chose, c'est qu'une carrière de sportif, c'est court. Donc il faut rentabiliser vraiment le plus possible. Moi, j'ai été dans cette situation-là, on ne peut pas non plus dire à quelqu'un, voilà, là, tu vas tripler ton salaire là-bas, c'est exotique, vas-y pas. Non mais ça, je suis entièrement d'accord avec vous, et puis surtout si on arrive en fin de carrière. Alors malheureusement, nous, en revanche, on arrive à la fin de l'émission, je sais, ça passe trop vite. Karim, pour terminer, comment vous voyez l'avenir? Est-ce qu'on commence à atteindre certaines limites selon vous? Est-ce qu'il va falloir qu'il y ait une vraie régulation de tout ça et qu'il y ait des excès qui ne soient plus admissibles? Ou si on continue, on va droit à sa perte? Réguler, c'est difficile parce que d'expérience, plus on régule, moins c'est facile de contrôler.
Et les nouvelles technologies font qu'aujourd'hui, c'est en train de prendre des proportions exceptionnelles. Notamment les droits télé sont en train de faire, sauter la banque. Notamment en foot. Ah oui, non, mais je pense que ça ne va pas aller en diminuant. Donc je pense que ça va être très difficile de... Donc pour vous, on continue quoi? Ça va continuer. Je pense que ça va continuer. Ça s'arrêtera à un moment donné parce que je pense que les montants seront trop élevés. Mais on n'est pas parti pour vraiment plafonner. Un joueur à 500 millions de transferts bientôt? 500 millions, c'est possible, puisque ces dernières déjà années, la on a moitié, commencé on est à la moitié. Mais je pense surtout que même si vous régulez ce marché, on va dire les salaires, vous ne pouvez pas réguler les sponsors. Ouais. Donc ça veut dire que c'est un peu hypocrite. C'est-à-dire que quelque part, on va voir les joueurs, les rookies en NBA, quand ils arrivent, ils ont un salaire qui est plafonné. On sait très bien qu'à tour 2, ils sont déjà riches, quoi. Parce qu'ils ont déjà tous les sponsors, les Nike et compagnie. Donc c'est vrai que même si au foot, c'est encore autre chose, c'est que demain vous pouvez réguler, obliger. Ça serait une bonne chose, je pense, de réguler. Ce serait une bonne chose. Mais ça n'empêcherait pas l'inflation des revenus. Puisque de toute façon, vous aurez des sponsors, etc. et tout, qui vont continuer à pousser. Je pense que le marché se régulera par lui-même, je pense. Bon, ben voilà, j'espère qu'on a pu répondre un petit peu à la question de savoir si les valeurs du sport étaient toujours présentes. On ose imaginer que pour les sportifs, oui. Pour l'entourage, il y a d'autres paramètres. Nous, de toute façon, nos salary cap, c'est toujours les mêmes. Et une chose est sûre, c'est qu'on se voit la semaine prochaine. Merci Paul, merci Karim. À très bientôt. Merci.